Je suis à Saint-Antoine-l'Abbaye, dans l'Isère. C'est l'un des plus beaux villages de France et c'est aussi le village préféré des Français 2025. Le village ne compte que 1200 Antonins. Le village est situé aux confins de l'Isère et de la Drôme. Un vieux village qui sent bon la vieille France et le midi. Dirigeons-nous vers l'abbaye Saint-Antoine. Gagnons le point de départ du circuit. Me voici sur la place Ferdinand Gilbert, qui ne manque pas d'allure, et c'est le point de départ dont je vous ai parlé. Emplacement de l'ancienne sacristie Notre-Dame. L'ancienne église Notre-Dame est couverte par un toit de tuiles vernissées. Face à nous, la porterie ou la procure, car c'était le siège du procureur. Ce procureur était en fait chargé d'accueillir les personnes qui venaient se recueillir dans l'enceinte sacrée, l'abbaye Saint-Antoine. Auparavant, il y avait ici un grand hôpital. La porterie se signale par 3 portails à frontons brisés. Et lui aussi, il a un toit de tuiles vernissées. La porterie est occupée par l'office de tourisme et la mairie. Voici un plan du village de Saint-Antoine-l'Abbaye. La grande église contenant les reliques de Saint-Antoine est ici, avec le musée. Le haut-bourg est là, avec des demeures bourgeoises, et est traversé par des goulets, c'est-à-dire des ruelles. Quelques mots sur le fameux Saint-Antoine qui donne son nom au village. Il était égyptien, né en 251. Décidé à suivre les préceptes de l'Évangile, il vend tous ses biens et devient un ermite dans le désert. Il subit les tentations du démon, la tentation de Saint-Antoine. Mais il en sort victorieux. Il serait mort en 356 à l'âge de 105 ans. Ses restes sont transférés ici, et l'on vient en pèlerinage pour se faire guérir du mal des ardents. Le mal des ardents est un empoisonnement lié à un champignon toxique du seigle, l'ergot de seigle. La consommation de céréales infestées de l'ergot de seigle entraînait entre autres choses une nécrose des extrémités, des doigts par exemple. Nous sommes dans la grande cour du XVIIe siècle qui s'étend de la porterie à l'abbaye. Dirigeons-nous vers celle-ci.
En 1088, le pape de l'époque envoie des moines protéger les reliques de saint Antoine. Ces moines étaient des bénédictins. En 1297, Boniface VIII instaure l'ordre des Antonins, hospitaliers de saint Antoine. Malheureusement, au XVIe siècle, les guerres de religion détruisent les bâtiments monastiques. On reconstruit au XVIIe siècle, mais à la Révolution française, tous ces biens sont saisis et vendus. En 1840, Prosper Mérimée fait classer au monument historique l'ensemble des bâtiments. Le bâtiment des grandes écuries. On peut voir ici un jardin médiéval. Prosper Mérimée est un homme très précieux qui a sauvé de nombreux monuments historiques. Et c'était un écrivain délicat qui n'a pas sa place, la place qu'il mérite dans les lettres françaises. Je vous engage à lire du Prosper Mérimée. Il a écrit beaucoup de nouvelles et également un unique roman, Chronique du règne de Charles IX, dont la lecture concurrence à elle toute seule l'œuvre d'Alexandre Dumas. Méconnu Prosper Mérimée. La grande cour est bien plaisante avec son ombrage par cette journée de canicule où j'ai le gosier sec. Mais ne vous inquiétez pas, je vais y remédier tout à l'heure. Il est étonnant de penser qu'un village de 1200 habitants comme Saint-Antoine possède un édifice religieux d'une telle ampleur. Cela fait penser par exemple au bourg de Sées dans l'Orne en Normandie qui a une cathédrale, mais qui est une petite ville. Entrons dans ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique en Dauphiné. L'église mesure 32 mètres de large, 22 mètres de haut, 62 mètres de long. Elle remplace un édifice roman présent auparavant. La nef comporte 7 travées. Ce sont les espaces entre les piliers. Certaines chapelles des bas-côtés sont ornées de fresques. Fresques de crucifixion asexuée. Celui-ci, c'est saint Antoine de Padoue, qui est né à Lisbonne. Le chœur comporte 97 stalles de François Hanard. Le maître-autel abrite la châsse de Saint-Antoine.
La chasse reliquaire est en restauration. Saint-Paul, Saint-Pierre. Les grands tableaux que nous avons vus tout à l'heure dans le chœur sont des Marc Chabry, 1690. Ils illustrent la vie de saint Antoine. Saint François d'Assise. Chapelle du Saint-Sacrement. Le buffet d'orgue date du XVIIe siècle, il a été restauré. Sortons pour apprécier la façade. On reste confondu devant la splendeur d'un tel édifice. Le portail central est orné de 3 voussures. Ce serait l'œuvre d'Antoine le Moiturier, au XVe siècle. Il est allé ensuite à Dijon pour s'occuper du tombeau de Jean sans Peur. Malheureusement, les petites statuettes ont été mutilées par des iconoclastes. Il y a des niches vides, soit elles ont été détruites au moment des guerres de religion, soit elles n'ont jamais été réalisées. Un parapet permet de découvrir certaines maisons du bas-bourg. Ressortons dans l'épouvantable canicule. Le musée sur la gauche. Côté nord de la grande cour, donc, se trouvent les bâtiments conventuels, avec les dortoirs, réfectoires. C'est le bâtiment le plus haut là-bas. De ce côté, les écuries. Dans la direction du musée, allons voir les jardins qui le surplombent. Le chevet de l'abbatiale, de l'abbaye. Le musée occupe les locaux de l'ancien noviciat.
L'Arche de Saint-Antoine est une communauté qui occupe les locaux depuis 1986. On dépasse le musée. Allons voir les jardins qui offrent un beau panorama sur le Vercors. Voici apparemment les jardins. Il y a des vignes. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. En face du jardin se trouve un terrain avec des noyers. Le réfectoire dortoir. L'heure tourne, redescendons dans le village. Nous allons emprunter un grand escalier qui va nous ramener vers le bourg. Il y avait ici autrefois une porte, la porte du grand cloître. Elle a disparu. Cette porte cloutée est la porte du gros mur. Descendons les degrés du grand escalier de 1711. Nous parvenons dans la grande rue. La grande rue, c'est la rue des nobles et des bourgeois, la rue du Haut-Bourg. Voici un exemple de goulet, c'est-à-dire de passage transversal. Le goulet de la Simès que vous voyez relie le Haut-Bourg au Bas-Bourg. Dans le Bas-Bourg, il y avait des travailleurs, des artisans. Maison du sieur d'Antichamp. Le clocher de l'abbaye Saint-Antoine. En contrebas, c'est la rue de l'Hôpital des Pauvres. Là, c'est le retour sur la place de la mairie et de la porterie. Descendons par le goulet Saint-Georges. Ce goulet a un pavement assez rudimentaire et assez rude surtout. Il paraît qu'en 2025, Saint-Antoine-l'Abbaye bénéficie d'une faveur touristique à cause de l'émission du village préféré des Français. Et là, c'est vraiment le mini-goulet, mais je n'y vais pas parce qu'il y a une barrière grillagée au bout. Salut Antonin. Eh ben oui, Antonin, c'est un habitant de Saint-Antoine-l'Abbaye. Je ne le dérange pas, il est en train de manger.
Et chacun sait que chez les chats, c'est une occupation particulièrement primordiale. La halle. Retour dans le bas-bourg. Cette halle, consacrée d'abord au commerce du blé, a été reconstruite au XIXe siècle. Donc, comme vous l'avez vu, vendredi soir, il y a des producteurs qui viennent offrir leurs marchandises. Quand je dis offrir, vendre, vous m'avez compris. Voilà, je n'ai sans doute pas été exhaustif avec Saint-Antoine-l'Abbaye. Je m'en excuse. Je suis allé voir Pontan-Royan ce matin, il me manquait du temps. J'ai donc privilégié l'essentiel ici. Et c'est suffisant pour être charmé. Allons jeter un petit coup d'œil au Furan pour terminer. Voici le Furan, un mince ruisseau. Voilà, ayant fait un pèlerinage à Saint-Antoine-l'Abbaye, je devrais donc être protégé du mal des ardents. À cet endroit se trouvait la porte de Romans. Mon film s'achève où il a commencé, c'est la fin de la session 2025 en Isère, un département que j'ai beaucoup apprécié, même si je n'ai visité que la partie nord, et je suis loin d'avoir épuisé toutes les possibilités. Je vous dis à une autre fois, ici ou là.